Les lunes d'Uranus foncent comme des bolides autour de la planète. Tôt ou tard, une collision est inévitable. Tout un système de lunes tourbillonne autour d'Uranus. Au cours de la dernière décennie, on a constaté d'importants changements dans leur trajectoire. Les chercheurs pensent qu'un jour, deux lunes se percuteront certainement. On peut s'attendre à une collision dans 1 ou plusieurs millions d'années. Je pense surtout à Cupid et Belinda, deux petites lunes aux trajectoires très proches. À quelques kilomètres l'une de l'autre, elles finiront probablement par se percuter sous l'effet de la gravitation. Ce sera un mauvais jour pour elles, mais un événement intéressant pour le système des anneaux. Ces débris créeront peut-être un nouvel anneau autour d'Uranus. Au fond du système solaire, Uranus se partage l'espace avec sa sœur, Neptune. Un saphir brille à 4,9 milliards de kilomètres du Soleil. Avec l'exclusion de Pluton, Neptune est devenue la planète du système solaire la plus lointaine. Neptune est le nom du dieu de la mer chez les Grecs. Elle se trouve à 4,3 milliards de kilomètres de la Terre. Son diamètre est de 49 000 kilomètres, soit 4 fois celui de la Terre. Un an sur Neptune équivaut à 165 ans sur Terre. Un jour dure 16 heures. Un homme de 68 kilos y pèserait 76. Comme toutes les planètes extérieures, Neptune tourne plus vite que la Terre. Sa rotation rapide favorise les vents violents. Sur Neptune, les vents sont plus rapides que partout ailleurs. Les vents vont parfois à plus de 1600 km/h et fréquemment à 1200 km/h. On ne sait pas pourquoi. C'est un mystère. Les spécialistes se demandent pourquoi la vitesse des vents sur Neptune est plus forte que sur les autres planètes. Ils sont 3 fois plus rapides que les turbulences de la grande tache rouge de Jupiter. Michael Michna, chercheur au Jet Propulsion Laboratory, étudie les climats des autres planètes. Les vents violents sur Neptune l'intriguent. Si on place une de ces éoliennes sur Neptune, là où les vents soufflent à 1200 km/h, on observera le même mouvement que sur Terre. Mais à l'altitude où les vents soufflent à 1600 km/h, elles ne bougeront pratiquement pas. L'air y est si léger qu'il n'a pas la force de faire tourner le propulseur de la turbine. Il n'y aura donc presque aucun mouvement. Sur les cartes météorologiques terrestres, on voit les hautes et les basses pressions. Ces notions existent aussi sur les planètes extérieures. Mais pour Neptune, on localise plus difficilement ces hautes et basses pressions. Il y a des régions chaudes avec des hautes pressions et d'autres fraîches avec des basses pressions. Ces différences donnent naissance aux vents qui soufflent des hautes vers les basses pressions. Un vent se forme lorsqu'une source d'énergie chauffe l'air. Sur Terre, c'est le Soleil. Mais Neptune, la planète balayée par les vents, est 30 fois plus éloignée du Soleil que la Terre, et elle ne récupère qu'un 9/100e de l'énergie solaire, ce qui est insuffisant pour déclencher des vents aussi violents.
Les chercheurs pensent que Neptune puise son énergie à l'intérieur. Grâce à Voyager 2, on sait qu'elle dégage autant d'énergie de l'intérieur qu'elle en reçoit du Soleil. Si l'on compare avec les autres planètes, c'est ici que l'on observe le rapport le plus important entre les échanges d'énergie. Neptune possède de nombreuses sources de chaleur. Elles proviennent de la radioactivité de ses matériaux internes et de processus chimiques. Pourquoi Neptune dégage-t-elle autant de chaleur? C'est un mystère. Pour certains, c'est parce que la planète est toujours en formation. Les gaz, en tombant vers le centre, se condensent sous l'effet de la gravité et libèrent de la chaleur. Cette source de chaleur explique aussi la montée des gaz dans l'atmosphère, ce qui entraîne de fascinantes figures nuageuses. Des nuages d'un blanc brillant apparaissent dans l'atmosphère. Il y a différentes régions de bandes brillantes ou sombres à sa surface. On détermine les latitudes à la clarté des zones. Pour les experts, la composition des nuages est à l'origine des formes dessinées par les bandes. Ils sont probablement en méthane et se déplacent très rapidement autour de la planète. Les vents sur Neptune sont différents de tous ceux que nous connaissons. Ce sont des orages géants. Nos orages terrestres sont ridicules à côté. En 1989, Voyager 2 a pris la photo d'un orage géant sur Neptune qui a bouleversé les astronomes de la mission. Un grand point sombre sur son hémisphère sud. Étiré sur 13 000 km, il est assez grand pour contenir la Terre en son centre. L'orage ressemble au gros point rouge de Jupiter. Le gros point rouge est un énorme anticyclone alimenté par plusieurs petits orages qui le maintiennent en vie. Sinon, il meurt. Concernant le grand point sombre, nous pensons qu'il s'agit d'une instabilité atmosphérique, ballottée par des courants très rapides. 5 ans après la découverte du point sombre, les professionnels ont eu une autre surprise. Le télescope spatial Hubble se tourne vers Neptune et découvre que le plus gros orage de la planète a disparu. Qu'est-il arrivé à la tache sombre de Neptune? En 5 ans, le plus gros orage de la planète a disparu de l'hémisphère sud de la planète. Mais cela ne signifie pas la fin des orages géants sur Neptune. Les astronomes, grâce au télescope Hubble, ont remarqué un nouveau point sombre. Cette fois-ci, dans l'hémisphère nord. Sur Neptune, ces grandes taches visibles au télescope ou grâce au vaisseau spatial apparaissent et disparaissent sur de courtes périodes, alors que le point rouge de Jupiter est là depuis plus de 300 ans. Ces orages éphémères sont étranges. La taille de cette grande tache sombre a varié de plusieurs milliers de kilomètres carrés en 8 jours. Et sa forme a changé également. Les mouvements irréguliers, disparition et réapparition des orages sur Neptune en font le phénomène le plus imprévisible du système solaire. Comme ses planètes voisines, le système des lunes de Neptune est complexe. On lui en connaît 13 à ce jour. Certaines pourraient être d'origine extrasolaire.
Neptune a dû attirer ses lunes à partir de la matière du système solaire, au-delà des orbites de Pluton et de Neptune. Une foule de petits corps glacés, planétoïdes et autres rochers passent par notre système solaire. De temps à autre, ils s'entrechoquent et leurs fragments sont projetés à travers le système solaire. Certains de ces corps glacés se transforment en comètes. Mais si l'un d'eux est poussé dans une certaine direction à un moment précis, il peut être attiré par une planète et devenir une de ses lunes. Triton, la plus grosse lune de Neptune, est de la taille de celle de la Terre. C'est l'objet le plus froid jamais observé par les astronomes, plus froid même que Pluton. À moins 198 degrés, l'azote devrait être à l'état gazeux. Or, il forme une calotte glacée aux deux pôles de cette lune. Avec sa surface très réfléchissante, Triton est particulièrement froide. La lumière qui touche sa surface est renvoyée à environ 70%. Comme elle absorbe très peu de lumière, elle est très froide. Triton aurait la même composition que Pluton. Son sol est glacé. Les panaches des volcans à sa surface sont assez fascinants. On les a vus jaillir en temps réel, lorsque le vaisseau voyageur a longé Neptune et Triton. Les volcans de Triton ressemblent à des geysers. Ils crachent un mélange d'azote liquide, de méthane et d'ammoniac. Dans cette atmosphère légère, ces éruptions gèlent dès leur jaillissement. Elles s'élèvent jusqu'à 8 km de haut. Une fois dans l'air, la glace peut être transportée sur des kilomètres, puis elle retombe en neige. Les chercheurs s'interrogent sur l'activité géologique de Triton et sur les chances de trouver de l'eau, peut-être même chaude, sous sa croûte glacée. Et de plus, théoriquement, là où il y a de l'eau, la vie est possible. Dans ce cas, cette lune de Neptune serait la plus grande découverte de tous les temps. Mais entre les travaux en cours et la durée des voyages, on retournera sur Uranus ou Neptune dans seulement 20 ans. Y retourner n'est pas à l'ordre du jour. Avec Voyager, un premier survol rapide nous a fait découvrir beaucoup de choses, mais c'est insuffisant. Il faut poursuivre les investigations. Entre-temps, les spécialistes sont concentrés sur le New Horizon, qui file vers Pluton comme Voyager. À bord, en plus d'une multitude d'instruments scientifiques, il y a une urne funéraire avec les cendres de celui qui a découvert Pluton, Clyde Tombaugh, mort en 1997 à 97 ans. Même si je ne participe pas à la mission New Horizons, je la trouve passionnante. Nous ignorons totalement à quoi peut ressembler le sol de Pluton. C'est pour cela que la série de photos en gros plan est très importante. C'est en envoyant des vaisseaux, des sondes et des télescopes aux confins du système solaire qu'on déchiffre l'univers. Grâce à notre technologie et à notre imagination, ces mondes lointains prennent vie pour nous. Et en les admirant, nous ne pouvons qu'avoir envie d'approfondir encore les mystères de ces gouffres infinis.